Merci de votre invitation. Donc vous faites rentrer, c'est pas nul de rentrer ici s'il est géomètre, c'est ça? Donc vous faites rentrer une juriste, alors juriste défroquée, hein, autant pas faire durer le suspense longtemps. Mais effectivement, c'est ma formation initiale. Et moi, j'aimerais beaucoup vous... Alors, je ne comprenais pas trop pourquoi vous... Je regarde l'heure, voilà, c'est bon. Pourquoi vous m'aviez invité. Et puis, finalement, je me suis dit, bon... non, je plaisante, hein, je plaisante un petit peu, mais je me suis dit, finalement, il y a un petit peu de thermodynamique dans les sujets que je vais vous présenter, notamment sous l'angle juridique, politique. Quel est le rôle et la place de l'entreprise au XXIe siècle? Et est-ce que les outils juridiques peuvent contribuer, et c'est le mot, à transformer les entreprises en une force positive et être au rendez-vous des enjeux dont vous ne pouvez pas ignorer l'urgence, c'est la complexité. Et tout ça en toile de fond, avec, à moins que vous ayez vécu dans un igloo les 6 derniers mois, en toile de fond, tous les débats sur la loi Pacte et on va dire, tous les sujets relatifs aux entreprises à mission. Alors c'est peut-être un petit peu loin de vous, mais c'est des sujets assez passionnants parce que le mot mission est un mot certes valise, mais extrêmement connoté. Et donc j'aimerais bien vous parler de ce que sont ces fameuses entreprises à mission et ce qui est en train de se jouer dans une partie de la loi Pacte, parce que bien évidemment la loi Pacte c'est un monstre juridique, il y a énormément de choses dans cette loi. Et si vous voulez bien, je vais vous amener donc dans ce voyage qui va nous amener vers les entreprises à mission. Alors, le sujet, j'ai envie de le repositionner d'un point de vue historique, mais je vais le faire vraiment à la serpe, et de toute façon vous connaissez ça très bien parce que vous avez été assidus à tous les cours. Vous n'êtes pas sans ignorer que le capitalisme qui s'installe avec la révolution industrielle au XIXe siècle commence déjà à produire des effets que d'aucuns trouvent délétères, notamment sur des dislocations de réseaux ou de modes d'organisation qui étaient plus homogènes, même si l'Ancien Régime, on l'a vu, comportait aussi, à mon avis, certaines anomalies dans les régulations. Mais le capitalisme qui s'installe au XIXe siècle est un capitalisme qui trouve en quelque sorte se décuple ses forces avec une main-d'œuvre abondante, très bon marché. Il y a un matériel écologique qu'on va aller chercher ailleurs. Donc on se sert aussi le matériel écologique qu'on va chercher ailleurs, en dehors des frontières de l'Europe. Et on voit très vite apparaître finalement des contre-réactions, des amortisseurs qui se créent, notamment avec tout le mouvement de l'économie sociale qui a été, dont un des pères principaux a été Saint-Simon, Fourier. Et on voit apparaître cette volonté de créer des garde-fous, des contre-pouvoirs, et c'est le début de l'économie sociale. Le mot économie sociale et solidaire viendra bien après. Et on voit même que les capitalistes eux-mêmes, les capitaines d'industrie se penchent, se posent des questions sur leurs externalités, et on parle de paternalisme avec les sociétés de bienfaisance qui se créent, notamment dans le domaine de l'enseignement, de la santé. Et puis les mutuelles, le monde des mutuelles apparaît dès 1820, les coopératives se structurent, et puis on voit que tout ce mouvement traverse le XXe siècle, jusqu'à arriver d'ailleurs à représenter un secteur de l'économie conséquent, mais que l'on oppose toujours, et notamment en France, on oppose toujours donc... Alors je vais dire un mot qui va peut-être faire frémir, mais aujourd'hui ça me paraît être le cas, peut-être que ça n'était pas à l'époque, mais il y a une forme de l'imagino maintenant dans notre imaginaire entre ce qui relève du profit, donc le profit, et le non-profit. Donc en gros, il y a des sources chaudes ou des sources froides, alors je ne sais pas lesquelles sont chaudes, lesquelles sont froides, mais on voit bien qu'il y a un capitalisme débridé, donc qu'on pourra décrire de prédateur quand on regarde à l'orée des années 90 ce que l'on a créé. Et puis le monde non-profit qui est censé représenter un visage humain, égalitaire, démocratique de l'économie. Mais ces deux mondes-là sont toujours regardés, se sont toujours confrontés, opposés, et la porosité entre les deux mondes est finalement très faible. Elle a été très faible, et on peut traverser les océans, aller aux États-Unis. Les États-Unis qui sont vraiment le pays du capitalisme, enfin l'Angleterre et les États-Unis
en particulier dès le XXe siècle, deviennent la première puissance industrielle mondiale. Et on voit que les États-Unis développent ces deux caractéristiques d'être le pays de l'entrepreneuriat le plus sauvage, le plus débridé, avec aussi une culture de la charity très forte. Et ça va peut-être vous surprendre, mais les États-Unis sont aussi un pays de l'économie sociale. Et les entrepreneurs sociaux aux États-Unis sont très nombreux. Et bien évidemment, on n'a pas cette idée quand on réfléchit à... Quand on se représente ce que sont les forces du capitalisme aux États-Unis. Il y a des grands philanthropes, ce qui pose aussi la question. Alors les grands philanthropes, vous les connaissez bien évidemment. Donc je gagne bien ma vie, je ne m'occupe pas spécialement d'avoir une attitude responsable, toute forme de ressemblance avec des personnages qui existent. Je crée des véritables empires industriels et puis je crée des fondations très puissantes dont le budget parfois... En l'occurrence, quand je pense à Bill Gates, le budget dépasse le budget de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc vous voyez que c'est très bien que Bill Gates, ça a été une force au service du profit, il est une force au service de la non-profit des charities, mais les choses sont bien séparées et il n'y a pas de porosité entre les deux. Donc bien sûr, l'humanité est heureuse que Bill Gates s'occupe du paludisme en Afrique et d'autres sujets très importants comme la vaccination. Sa fondation devient le premier client de Sanofi. Mais peut-être que demain, Bill Gates, c'est un trust, il peut décider de se passionner pour l'art contemporain. Il n'y a absolument aucun contrôle démocratique pour sa fondation. Donc maintenant, je vais revenir sur mon sujet. Et donc vous voyez que ces deux courants ont toujours existé, beaucoup plus complexes que ce que l'on ne croit. On a une approche, alors en France, on est encore, la ligne Maginot, elle est encore plus stricte, parce que quand on fait du profit, on est associé à certaines formes de comportement, et non-profit est associé à d'autres formes de comportement, et on s'aperçoit que statut n'est pas vertu, bien sûr, et que on peut trouver beaucoup d'opacité dans la gestion de certaines mutuelles et beaucoup de transparence dans les entreprises cotées. Donc il faut aussi déconstruire énormément de schémas, mais on ne va pas s'appesantir là-dessus. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, les années 2000, il y a une interpellation internationale des entreprises. Je regarde l'heure, hein, il y a une interpellation internationale des entreprises aux Nations Unies. Ça se passe au sommet de la Terre à Rio en 92. Donc, qu'est-ce qui se passe à Rio en 92 ? Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a vraiment un momentum qui est unique dans l'histoire du droit international. Il se trouve que je travaillais aux Nations Unies à ce moment-là. Et c'est un sommet de la Terre où on met sur les rails la Convention sur les changements climatiques, biodiversité, la Convention biodiversité et désertification, qui connaîtront un destin un peu plus, j'allais dire funeste, mais non, c'est pas le mot. Enfin, la Convention sur les changements climatiques va vraiment prendre un essor avec le GIEC, avec bien sûr les COP qui se sont succédés. Mais il y a eu aussi autre chose qui s'est passé, c'est que pour la première fois, les entreprises ont été interpellées, et ça on l'oublie, au titre de leur responsabilité sociale, en disant voilà le monde tel qu'il est, nous sommes tous embarqués. Les entreprises, parmi les plus grandes, provoquent des externalités négatives qui sont juste monstrueuses. Les plus grandes pollutions, les plus grands désastres et catastrophes naturelles ont déjà eu lieu. Je pense notamment à l'Exxon Valdez en 89. Et donc, l'interpellation, et on somme les entreprises de prendre leur part dans la marche du monde, dans un monde meilleur, et à tout le moins de produire des informations sociales environnementales et de commencer à prendre très au sérieux, enfin en tous les cas, à être dans une logique de compensation de leurs externalités. Il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que l'interpellation quand même fait de l'effet, et on commence à voir apparaître les premières formes de responsabilité sociale embarquées dans l'entreprise, mais vraiment les toutes premières. Et c'est là qu'à mon avis, il y a discrétionnaire, parfaitement discrétionnaire, les entreprises font exactement ce qu'elles veulent. Il y a le World Council for Sustainable Development, qui est une sorte de lobby de grandes entreprises au niveau mondial, qui se crée pour fédérer des bonnes initiatives, rédiger des chartes. En général, les entreprises, quand elles veulent absolument éviter l'action du législateur, elles montrent qu'elles réfléchissent, elles produisent des labels, des chartes, des codes de conduite, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément idiot, c'est même très utile.
mais c'est aussi une tentative de dire on sait mieux que le législateur, et c'est pas faux, ce qu'il faut faire. Donc surtout ne nous mettez pas une loi qui va venir nous contraindre, et nous allons faire nos meilleurs efforts, soit dans une approche sectorielle, territoriale, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la Fédération de la chimie, l'agroalimentaire, etc. Et vous voyez les labels qui fleurissent sur la forêt, l'agriculture, la santé, l'énergie, la chimie. Et là, à mon avis, on rate une marche extraordinaire, et on rate une marche parce que il se passe ce qui devait se passer probablement quand on regarde le film en arrière, c'est-à-dire que les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, ces politiques de responsabilité sociale et environnementale, en fait, elles sont discrétionnaires, elles ne produisent pas réellement d'effet autre que la neutralisation d'un risque de réputation. Donc les entreprises comprennent très bien qu'il y a des enjeux de réputation à maîtriser, donc on va être plutôt dans une approche défensive. Donc, ces politiques de responsabilité sociale ne rentrent jamais dans les conseils d'administration, ne rentrent jamais dans les comités exécutifs ou les comités de direction, donc ne changent en rien la gouvernance et le modèle économique des entreprises. Donc, c'est là que je reviens à les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il y a bien sûr toujours des dénonciations, il y a toujours des scandales, il y a toujours des catastrophes, des drames, et donc la société civile s'émeut, et donc le législateur revient sur le devant de la scène et légifère. Et donc on rentre en fait dans une sorte de spirale de défiance, au lieu d'avoir construit de la confiance, on recrée de la défiance, parce que vu des entreprises, cette fameuse responsabilité sociale qui commence en droit à s'installer, notamment en France, je pense notamment à la loi Grenelle II, mais bien avant il y a eu la loi NRE en 2001, eh bien cette responsabilité sociale, ça devient une couche de conformité qui ne produit aucune valeur. Donc du point de vue, c'est le péché du point de vue du dirigeant, mais qu'est-ce que ça me rapporte? En fait, ça me coûte. Ça me coûte. Donc en fait, les entreprises ont toujours l'impression que quand on leur parle de RSE, c'est pour ajouter finalement des process, de la rigidité, et à juste titre dans certains cas. Je pense notamment à la loi sur le devoir de vigilance, suite, vous savez, au drame du Rana Plaza. Et donc, on arrive finalement à une autre étape, et 5 minutes suffiront très bien, qui est de dire, mais puisque a changé le comportement des entreprises, est-ce qu'il n'est pas possible quand même, parce que certains entrepreneurs ont envie vraiment d'être contributeurs. Ils ont vraiment, dans le biotope des entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui se sentent contributeurs et très proches des sujets d'intérêt collectif dont je vous ai parlé, qui sont le propre et l'apanage du monde non-profit. Et il y a à côté des entrepreneurs prédateurs. Voilà, on va dire les choses très simplement. Donc, dans ce biotope, il y a des prédateurs et des contributeurs. Et les contributeurs se demandent, mais est-ce qu'il n'est pas possible de demander aux législateurs un petit peu d'aide pour nous aider? Pour nous aider, nous qui voulons promouvoir, sans renoncer à la lucrativité, voulons promouvoir un capitalisme patient, un capitalisme résilient, au service de notre chaîne de valeur, en embarquant des parties prenantes. C'est le gong? Pas encore. Et donc, les États-Unis, et j'en finis par là, sont le pays où ces nouvelles formes juridiques apparaissent. Vous en avez entendu parler, ces formes juridiques de Benefit Corporation, Public Benefit Corporation, Social Purpose Corporation. Alors on dit, mais pourquoi aux États-Unis, le pays du capitalisme roi, ces formes juridiques apparaissent? Tout simplement parce que dans le droit des sociétés américains, vous avez une spécificité très étonnante qui s'appelle les obligations fiduciaires. Les obligations fiduciaires, vous savez ce que c'est? Probablement, je vous le dis. C'est l'obligation pour un dirigeant de prendre toujours des décisions qui ne viennent pas limiter la rentabilité des investisseurs. Ce qui veut dire que si moi j'ai créé une entreprise dans le domaine de l'environnement qui se soucie vraiment d'avoir un impact positif, et voilà, Jean-Marc m'a dit qu'il fallait absolument aller vers la neutralité carbone, j'ai fait absolument tout ce que m'a dit Jean-Marc Jancovici, et j'ai créé en plus un outil industriel formidable. Mais imaginez que, alors on ne va pas citer de nom, quelqu'un veut racheter mon entreprise parce qu'elle est vraiment formidable. Il va m'en donner une somme faramineuse. Et puis il y en a un autre qui va m'en donner un peu moins, mais je sens que j'ai un alignement sur les valeurs beaucoup plus fort avec cette autre personne. Eh bien, je ne peux pas faire top là avec le deuxième qui m'offre moins d'argent. Je suis obligée d'accepter l'offre de celui qui m'offre le plus d'argent dans l'intérêt de mes actionnaires. Donc vous voyez que ces entrepreneurs ont demandé de l'aide en demandant finalement une protection dans les statuts
qui permettait de desserrer l'étau de la responsabilité fiduciaire en disant à tout le moins on veut juste un statut qui permet une forme d'opposabilité devant le juge à des moments clés de la vie de l'entreprise qui sont la transmission, et là je pense à Patagonia qui est une entreprise emblématique de ce côté-là, qui est une bicorp, à des moments clés comme la transmission, l'augmentation de capital ou l'introduction en bourse. Et là on voit que le droit vient en quelque sorte protéger, aider. Alors les statuts, ça se fait, ça se défait. C'est un vote de 2/3 des actionnaires en assemblée générale, j'allais dire nationale. Mais c'est une forme quand même, on va dire, c'est une forme de prise en compte de la nécessité de donner à ce capitalisme, en ce début du XXe siècle, puisque ces statuts sont apparus aux États-Unis en 2010, 2012, 2016 pour les plus récents, donner donc à des entrepreneurs des outils leur permettant de défendre une vision du capitalisme qui finalement se rapproche beaucoup de la défense du bien commun telle qu'elle est pratiquée dans le monde de l'économie sociale. Et donc, peut-être, et c'est le mot de la fin, on verra une forme de convergence et de porosité entre ces deux univers, entre des entrepreneurs qui veulent gagner de l'argent, qui n'ont aucun problème avec la lucrativité, mais qui veulent absolument contribuer au bien commun et qui sont allés voir le législateur pour demander de l'aide. Donc, contrairement à ce que dit M. Gattaz, ce n'est pas la société civile et le législateur qui sont allés voir les entrepreneurs en disant « on va vous mettre un statut sur le dos et vous allez y passer ». Ce n'est pas du tout ça. C'est une approche optionnelle qui ne prend rien à personne et qui permet même d'embarquer dans l'approche qu'il en est fait dans la loi Pacte l'ensemble des entrepreneurs, qu'ils soient de l'économie sociale, que ce soit du capitalisme pur, y compris jusqu'aux entreprises cotées. Et donc le mot de la fin, ça sera celui-là. Je pense que la RSE, en fait, si je reprends un mot de Pascal, le philosophe Pascal, j'ai l'impression qu'avec la RSE, à défaut de pouvoir rendre fort ce qui était juste, on a rendu juste ce qui était fort. Et peut-être que maintenant, avec les entreprises à mission, le temps est venu de rendre fort ce qui est juste. Merci beaucoup.